Bonjour le poète de Morandi. Eh ben, bonjour. Donc nous sommes au salon de Carleton en extérieur parce que nous étions à contre-jour, donc on a choisi un cadre un petit peu bucolique. Et pour parler d'un personnage un peu étrange qui se balade dans les rues de Bourgogne, de Morvan et d'ailleurs, avec sa machine à écrire. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais avec ta machine à écrire dans les rues? Bien oui, écoute, il y a quelques années, j'ai décidé d'être poète de marché. Donc je faisais des petites créations poétiques dont je vais pas parler forcément ici, artisanales. Je suis même inscrit comme artisan poète pour pouvoir vendre sur les marchés. Donc il y avait toujours un récit autour de ça. Alors j'ai fait ça, ça a très très bien marché, mais comme ça rapportait pas grand-chose, c'est-à-dire je rentrais juste dans mes frais, je me suis dit c'est beaucoup de travail, mais je reprendrai d'ailleurs cette activité. Et donc je suis passé à une approche un peu plus simple à laquelle je pensais depuis longtemps, c'était d'arriver avec une machine à écrire sur l'espace public et de proposer aux gens de me donner des mots, donc 3 mots. Je leur écris une histoire, ensuite ils reviennent, je leur lis l'histoire, ils emportent le texte et le prix est libre. Donc c'est quelque chose que j'avais expérimenté depuis très longtemps autour de moi, dans mon entourage. Voilà, on me demande des mots et d'écrire une histoire. Et puis je suis allé à Berlin il y a quelques années et j'ai vu un poète qui faisait ça. Et je me suis dit, il a raison, il faut le faire, quoi. Et alors j'ai découvert entre-temps qu'il y a des dizaines de poètes qui font ça dans le monde. En France peut-être une quinzaine, aux États-Unis beaucoup. Et donc voilà, je me suis lancé. J'ai démarré sans doute sur le marché de Carré d'ailleurs. Il y a 3 ans et donc ça fonctionne assez bien. Les gens sont très surpris de voir un poète sur un marché. La machine à écrire fascine clairement, les jeunes et les moins jeunes. C'est un peu décalé maintenant une machine à écrire. C'est décalé et c'est très moderne. C'est très moderne parce que vous mettez un enfant derrière une machine. En fait, vous lui expliquez le principe. Donc, vous avez un petit marteau avec une lettre gravée qui tape effectivement un rouleau encreur et qui inscrit une lettre sur un bout de papier. Et ils essayent. Et c'est vrai qu'on a perdu à la fois cette magie d'avoir une envie d'exprimer quelque chose, d'avoir un résultat immédiat et un rapport physique finalement à la langue. Et aussi dans le fait que, en tout cas, quand moi j'écris des histoires, je ne reprends pas mes phrases, je ne recommence jamais un texte. Mais on peut pas déjà. Avec machine à écrire, on peut pas corriger. On peut pas. Et on peut pas. J'ai même pas le blanc. Vous voyez, j'essaie. Juste à la fin, je relis le texte, je barre, je fais des petites corrections parce qu'il y a toujours évidemment des bavures, des scories, des fautes. Surtout que j'écris dans des conditions qui sont assez précaires, où les gens à la fois me commandent des textes, je dois lire des textes, puis il y a des amis qui viennent me parler, puis il y a des gens qui me posent des questions, tout ça en écrivant. Donc c'est un exercice d'acrobatie qui est vraiment très intéressant à faire, très difficile, mais qui plaît bien et qui fait émerger finalement des univers qui ne pourraient pas naître ailleurs. Parce que ce sont des univers qui émergent dans le rapport entre les mots que vous donnent les gens, donc ce que ça transporte. On sent bien à chaque fois ce qu'il y a derrière, plus ou moins, mais il ne faut pas trop en savoir non plus. Et puis le contexte dans lequel vous êtes, et puis ensuite votre état du moment et l'inspiration qui vient. Et les textes produits, donc quand tu dis que ce sont des textes poétiques, c'est-à-dire on n'est pas dans la poésie en vers, j'imagine, c'est la poésie en prose. Oui, c'est de la prose, ça peut être des vers. Oui, ça peut être des vers. Ça peut être des vers aussi. Oui, ça peut être, mais alors je le fais par exemple quand je suis dans des conditions un peu compliquées, par exemple c'est le soir, j'ai plus de lumière, bon en plus j'ai une vue qui se dégrade, c'est l'âge. C'est l'âge, voilà, et donc là je sens que je vais pas pouvoir écrire sur les textes que j'écris sont assez longs, donc ce sont sur de la moitié d'une feuille A4 en longueur, et donc je prends du coup des petits formats et sans faire un haïku, parce que j'écris pas forcément des haïkus. Effectivement, je fais un texte beaucoup plus court et cette fois-ci, il est souvent en vers. Mais disons que ce que je fais habituellement, c'est plutôt des histoires. Donc, je dis, voilà, donnez-moi 3 mots, je vais écrire une histoire. Donc ça prend la forme de conte, dans lequel il peut y avoir des rimes, voilà, mais c'est pas le principe principal d'écriture. Alors, est-ce que ça t'est arrivé de sécher sur 3 mots qu'on t'a donnés? Alors déjà, je pense qu'en 2-3 ans, j'ai écrit 300 textes à peu près. Je n'ai jamais séché parce que je ne peux pas sécher. Quand vous avez des personnes qui vous donnent des mots, vous devez à un moment donné trouver. Donc évidemment, comment je fais disons que ça passe pas du tout par la pensée, ça c'est clair et net. C'est-à-dire que je me concentre sur les 3 mots et j'essaye de trouver une petite bifurcation, une petite manière de regarder un mot sous un angle inattendu. Et à partir du moment où il y a un début d'idée qui apparaît, je pars. Et ensuite, le texte se déroule.
Alors, j'ai jamais séché, c'est-à-dire j'ai rendu tous mes textes, et j'estime que tous à peu près tenaient la route, parce que justement, c'est vraiment où on arrive à trouver le fil et on tire, et puis après, hop, hop, ça tombe, ou on n'y arrive pas. Et il y a des moments où en effet, je me suis retrouvé dans des situations en fin de marché, sous la canicule, où j'avais plus de temps, où j'étais épuisé, il y avait des gens qui m'attendaient derrière, et là j'en pouvais plus, et là j'étais complètement asséché. Et il faut un peu comme un sportif qui arrive au bout d'un marathon, il faut quand même y mettre, parce que moi cette je dirais tendance à vouloir toujours entre guillemets honorer ce qu'on m'a demandé, parce que oui, c'est bien, pas me mettre en dette, voilà, mais ça c'est ma personnalité. Mais alors après il y a parfois des textes, peut-être 2-3 textes sur lesquels il m'a manqué peut-être quelque chose pour au fond satisfaire, parce que je cherche pas à satisfaire la personne, mais je cherche quand même à ne pas la fâcher, donc ça reste toujours quelque chose qui au fond correspond à une attente, tout en partant de mon univers, mais je peux pas aller dans la transgression, je peux pas aller dans l'agression, je peux pas aller dans des idéologies, je peux pas aller, voilà. Donc ça fonctionne pas. Non. Donc il faut trouver ça, il faut trouver cette façon de raconter une histoire qui, à la fois, parfois on me demande des textes qui correspondent à la mort de quelqu'un, qui correspondent souvent, évidemment, le mot qui revient le plus, c'est le mot amour, liberté, voilà. Mais quand vous avez grands-parents, petits-enfants rentrés, bon, bah, vous comprenez, voilà. Et par exemple, je vais vous raconter une histoire, si tu veux. C'était au tout début, d'ailleurs, justement, je pense à ce texte par rapport à ce que tu dis. C'est un couple de personnes âgées qui vient me voir, et je sentais que le monsieur tournait un peu autour depuis un certain temps, et qu'il avait un petit peu tiré par le bras sa femme pour venir. Bon. Et elle est là, elle a les bras croisés comme ça, il lui dit alors vas-y, donne 3 mots. Elle fait oh non, mais non, c'est toi qui a décidé de venir. Bon, et là, qu'est-ce qu'on voit déjà, et ce que je vois souvent, c'est que c'est pas à donner à tout le monde de donner 3 mots. Ça, c'était un peu une découverte en réalité. C'est-à-dire que pour un poète, 3 mots, bah, on a des milliards en tête. Donc, et en fait, je me suis rendu compte, j'ai mis un certain temps à comprendre que demander 3 mots à beaucoup de gens, ils ont besoin de trouver les mots. Les bons mots, ou les mots qui correspondent à quelque chose pour eux, ou quelque chose en général destiné à une personne. Donc ils doivent se concentrer, ils ont beaucoup de pression. Bon. Et puis il y a ce traumatisme qui a été un peu transmis en France dans le rapport très pointu à l'écriture et à la lecture, qui fait que des personnes qui ont été un petit peu traumatisées, entre guillemets, et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Par rapport à la langue, ils ont 60 ans, 70 ans, on leur demande, ils partent en courant, quoi. Hein, le rapport à la langue est un rapport essentiellement traumatique. Donc la personne comme ça reste les bras croisés, renvoie à son mari, bah c'est toi, donc il donne ces fameux 3 mots, à savoir grands-parents, petits-enfants rentrés. J'écris le texte, pareil, c'était le dernier texte de la journée, et je sentais qu'il y avait une telle défiance, une telle colère, un tel non-désir quelque part d'avoir ce texte de la part de la femme, que en fait ça m'a impacté. Et en plus de ça, ça parle d'un sujet qui est hyper profond pour moi, c'est la question des enfants et de l'école. Et donc j'ai essayé, ce texte raconte l'histoire d'un jour où tout d'un coup les choses s'inversent, et les enfants doivent travailler et tous les adultes retournent à l'école. Voilà. Et donc, donc les enfants font l'expérience de la réalité et du faire. Du monde du travail. Du monde du faire aussi, de faire des choses. Et les adultes qui n'étaient pas prêts au moment de l'école à apprendre, se passionnent pour l'apprentissage, voilà. Et du coup, à la fin, ça converge. Et je me souviens que je dois faire une dernière phrase qui arrive en général en bout de feuille. Et j'ai une chute. Elle passait, mais j'étais pas forcément très satisfait. Et je pense que c'était lié à toute cette énergie, cette difficulté en fait à réconcilier ces visions là, voilà. Mais sinon, globalement, j'ai pas le droit à l'erreur. Et je l'ai pas encore vécu, mais en tout cas parce que j'ai pas le droit à cette erreur-là, c'est-à-dire de pas rendre un texte, c'est un exercice avec beaucoup de pression, et que je vis vraiment comme un exercice d'acrobate où on est sur un fil, un funambule, et puis il faut pas tomber, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que deviennent les textes? Est-ce que tu as eu des fois des retours sur ces textes-là, des gens qui les auraient utilisés d'une façon ou d'une autre, dans leur famille ou autrement, je ne sais pas. Non, déjà parce que c'est vrai que je prends pas les coordonnées des gens.
Oui. Ils auraient pu te recontacter. Mais ils auraient pu certains. Et c'est vrai que j'ai mis là très long du temps avant de leur donner mes propres coordonnées. Maintenant, je mets une petite carte, etc. Donc les gens peuvent la prendre, mais jusqu'ici pas du tout. Mais non, l'usage principal. Alors déjà, beaucoup de textes sont destinés à des personnes, des enfants, des anniversaires, des parents, etc. Beaucoup. Donc j'imagine que déjà ces textes ont été donnés à des gens. Ensuite, il y a des gens qui tout de suite veulent les encadrer. Donc ils me demandent de le faire en recto et pas en recto verso. Voilà, après je sais pas ce que ça donne. Il y en a qui effectivement qui vont se retrouver sur leur site. J'ai vu ça effectivement, voilà. Et puis voilà. Donc, mais sinon j'ai pas plus de retour sur la destination de ces textes. En revanche, moi, j'ai pris la décision, pas tout de suite au départ, je l'ai laissé partir. Et puis à un moment donné, je me suis dit quand même, en fait, l'acte de création dans ce contexte-là est un acte assez improbable en fait. Et donc ce qui en sort, ce sont des contes. Et en fait, moi, je me branche juste sur une source, puis je fais remonter des contes, quoi. Et ces contes, ils ont une structure un peu universelle, et je me dis c'est dommage que je les garde pas. Donc je me suis mis à les photographier. Et du coup ensuite de me dire que j'allais en faire un recueil. Et chaque année, je fais un recueil de textes que j'ai écrits dans l'espace public. Ah, c'est pour ça justement, j'allais t'en parler. J'ai vu qu'il y avait des livres signés du poète de Morvandy. Et donc, c'est des recueils de ces textes-là. Alors, c'est un seul. C'est-à-dire qu'il y a donc j'écris par ailleurs beaucoup d'autres choses, très diverses. Mais donc il y a un recueil qui s'appelle La machine à écrire des histoires, où effectivement, je republie en fait ces textes. Donc là, j'en ai fait un sur la première année, le deuxième il est en cours, et à chaque fois, il y a à peu près une centaine de textes. D'accord. Et les autres livres signés du même nom, c'est quoi? Alors, disons que donc je publie sous plusieurs noms, mais là on va parler du poète de Morvandy. Alors ce sont des. Alors disons que le poète de Morvandy, donc il fait des textes à la machine à écrire. Il a sa propre production poétique. Donc il y a un site internet poètedeMorvandy.wordpress.com sur lequel je publie des textes, énormément de textes. Voilà. Par ailleurs, j'ai développé une démarche avec un collectif que j'anime qui s'appelle le collectif des défricheurs. Une démarche poétique consiste à créer tout un univers poétique qui se passe à un pas de côté du monde normal où en fait vivent des poètes et des philosophes qui s'appellent les et-pourquoi-patistes et qui ont décidé de rafraîchir la terre et de changer la farce du monde. Voilà, donc tout ça découle d'une démarche très longue qui a démarré il y a 7 ans. Et donc, voilà, où j'ai inventé un personnage qui s'appelle Eugène Toutankarbon, qui a découvert que 12 gaz humains étaient à l'origine des gaz à effet de serre. Alors, il les appelle les AG parce qu'il écrit à l'envers comme l'ordre d'Vinci. Puis ce jour-là, il lit à l'endroit, donc ça s'appelle des AG. Donc, par exemple, l'éclat, c'est l'enfer, c'est les autres. Ou le GPT, c'est j'ai pas le temps. Ou l'M, HEM, c'est l'homme est mauvais de toute façon. Voilà. Donc il découvre qu'il y a ces structures-là, qui sont des structures mentales qui sont dans l'air que nous respirons. Il dit mais si jamais on fait rien contre les algues, comment on va faire pour rafraîchir la terre? Donc il écrit la nomenclature des algues de Toutankarbon. Et donc le poète de Morvandy va devenir un des narrateurs de cet univers. Et donc il y a, vous regarderez en ligne, un ouvrage de 250 pages, la nomenclature des algues de Toutankarbon, qui est véritablement le traité autour de cette notion-là. Et ce texte va donc devenir l'origine d'un univers qui s'est développé depuis 7 ans, qui prend la forme d'un journal qui s'appelle Les Pourquoi-patistes, et de plusieurs livres qui racontent l'aventure de certains des personnages, comme Phil le philosophe de récré, qui est un des personnages des Pourquoi-patistes, qui appartient à la tribu du fou rire du mammouth. C'est la tribu qui s'occupe un peu de l'école, parce qu'on n'a pas réussi à le dégraisser, on va essayer de le faire rire, c'est sa mission. Et donc, il y a à chaque fois des métiers. Donc lui, les philosophes de récré. Les philosophes de récré sont des poètes qui s'immiscent un petit peu dans les cours de récréation avec l'accord des enfants et qui font 10 minutes de philosophie un peu en contrebande parce qu'ils ont compris qu'en fait, souvent on attend un peu qu'ils aient 17 ans, vous voyez, un petit peu à la fin du parcours, pour commencer un petit peu à se poser des questions philosophiques. Ils disent c'est un petit peu embêtant, pourquoi pas commencer plus tôt? Et donc ils le font. Et ils se retrouvent souvent en prison. Et donc Phil le philosophe de récré devient philosophe avec un F parce qu'il a découvert qu'il y a la philosophie qu'on hérite de l'histoire et qu'on met dans la tête des gens et qui est extrêmement intéressante, lui-même étant un petit peu quelque part un descendant de Socrate. Et il y a la philosophie qui est un fil avec un F qui part des enfants, de l'enfance, ce qu'il appelle le génie de l'enfance, et qui renouvelle en fait, qui régénère la philosophie. Donc il est devenu philosophe avec un F. Et donc c'est ce livre par exemple, écrit par le poète de Morvandy, à l'intérieur de l'univers contemplatif,
est le récit des aventures de Phil le philosophe de Reclès. Voilà un exemple, mais il y a d'autres aventures écrites par le poète de Morvandy et d'autres types de textes. Eh ben, tout ça a l'air bien passionnant. Merci beaucoup et puis très bon salon. Merci beaucoup à toi aussi. Au revoir. Au revoir.